Bonjour à tous, Anna Kevorkian, je suis rédactrice en chef de la revue internationale de la compliance et de l'éthique des affaires chez LexisNexis. Au nom de LexisNexis, je suis ravie de vous accueillir à notre webinaire consacré aux nouvelles recommandations de l'AFA. Je tiens à remercier tout particulièrement notre partenaire, le cabinet d'avocats Jones Day. Alors, notre webinaire va durer environ 1 heure. Vous pouvez poser vos questions dans l'espace de chat qui est prévu à cet effet et nos intervenants y répondront à la fin du webinaire en fonction du temps qui nous est imparti. Donc, très rapidement, pour recontextualiser en 2 mots, l'AFA avait publié en décembre 2017 ses premières recommandations, soit 1 an après la publication de la loi Sapin II. Aujourd'hui, elle les actualise. Son projet de recommandation avait fait l'objet d'une consultation publique entre octobre et novembre dernier et les nouvelles recommandations de l'AFA ont été publiées le 12 janvier 2021. Donc, ces recommandations reposent sur 3 piliers indissociables: l'engagement de l'instance dirigeante, la connaissance des risques au moyen de la cartographie des risques et enfin la gestion de ces risques. Elle se présente en 3 parties. Une première partie dédiée à un référentiel commun, une deuxième partie applicable aux entités soumises à l'article 17 de la loi Sapin II et une troisième partie applicable aux acteurs publics. Enfin, un dernier point, et qui n'est pas des moindres, ces recommandations seront utilisées par l'AFA pour ses contrôles lancés à compter du 13 juillet prochain. Les entités concernées auront donc eu 6 mois pour se préparer. Alors, pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Laurence Goutard-Chamou. Vous êtes sous-directrice du Conseil de l'analyse stratégique et des affaires internationales à l'Agence française anticorruption. Roxana Family, vous êtes maître de conférence, directrice de la chaire et du master droit et éthique des affaires à Cergy Paris Université et vous êtes également co-directrice scientifique de la revue internationale de la compliance et de l'éthique des affaires. Bénédicte Grohl, vous êtes avocate, associée du département droit pénal des affaires chez Jones Day, cabinet d'avocats. Sandrine Dos Santos, vous êtes avocate, collaboratrice au sein du département droit pénal des affaires du cabinet Jones Day également. Guillaume Malespine, vous êtes directeur audit, contrôle interne et risques à l'UGAP. Et enfin, Romain Vallet, vous êtes Chief Compliance Officer chez GE pour la branche Grid Solutions. Merci à tous pour votre présence ce matin. Alors, première question pour Laurence Goutard-Chamou de l'AFA. Pour bien comprendre le contexte, pourquoi l'AFA a-t-elle adopté de nouvelles recommandations et quelle est concrètement leur portée? Merci de votre invitation. Alors, plusieurs raisons expliquent l'adoption de ces nouvelles recommandations. La première raison, elle est d'ordre juridique, d'une part, puisqu'il convient de rappeler que le législateur charge l'AFA d'élaborer des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. La loi prévoit également que ces recommandations sont régulièrement mises à jour pour prendre en compte l'évolution des pratiques. Donc, première raison, elle est d'ordre juridique. La seconde raison, elle est très opérationnelle. 3 ans après l'exercice de ces missions de contrôle et de conseil, il est apparu nécessaire d'actualiser ce document de référence pour les activités de l'AFA. Quelques mots peut-être sur la méthode d'actualisation. Vous avez souligné la consultation nationale qui a été lancée. Donc effectivement, l'AFA a reçu plus d'une quarantaine de contributions provenant majoritairement d'instances représentatives et cette étape fut assez décisive et importante dans le processus d'élaboration de ces recommandations. L'autre point sur lequel il convient peut-être d'insister, c'est l'économie générale de la démarche ou pourquoi on a actualisé. Alors cette actualisation, elle répondait à 2 besoins. Le premier, il s'agissait de s'adresser à tous les acteurs, d'où un document en 3 parties, avec une première partie dite disposition générale
qui s'adresse donc aux entreprises non assujetties à l'article 17, et puis ensuite la partie 2 pour les entreprises assujetties, et la troisième partie sur les acteurs publics, qui est également une nouveauté en ce qui concerne ces recommandations. L'autre raison, l'autre besoin, c'était donner du sens et de la cohérence au dispositif anticorruption. Effectivement, les recommandations de 2017, elles reprenaient l'ordre en fait de l'article 17 de la loi Sapin 2, et ce qui soulevait des interrogations très opérationnelles. Dès lors, par exemple, que du point de vue chronologique, la cartographie n'était présentée qu'en point numéro 4, alors qu'elle constitue la pierre angulaire du dispositif anticorruption. Donc, désormais, des recommandations qui proposent un dispositif anticorruption reposant sur 3 piliers que vous avez rappelés, et pour donner du sens et de la cohérence, parce qu'on démarre par un engagement de l'instance dirigeante, par une évaluation des risques avec la cartographie des risques, et ensuite par la gestion de ces risques avec les 8 points qui sont déclinés dans la prévention, la détection et la remédiation. Après, sur la question de la portée des recommandations, puisque c'était le point sur lequel vous m'interrogiez, pas de nouveauté par rapport à 2017, mais surtout des précisions qui sont apportées dans ces recommandations. D'une part, les recommandations, elles ne créent pas d'obligations juridiques. C'était déjà indiqué en 2017, c'est rappelé dans les recommandations 2020. Mais l'AFA, elle s'y réfère pour ses missions de conseil, bien entendu, et de contrôle, et donc de contrôle à partir du 13 juillet, donc avec le délai de 6 mois qui est laissé donc aux structures. Concernant les entreprises assujetties à l'article 17, une entreprise qui suit les recommandations, il y a une présomption simple de conformité. Une autre entreprise ou un acteur public qui souhaite déployer une autre méthode, c'est tout à fait possible, mais toutefois, il devra pouvoir démontrer qu'il satisfait aux exigences de la loi en cas de manquement relevé lors d'un contrôle. Voilà les précisions. Merci. Alors, côté acteur privé, donc je m'adresse à Romain Vallet de GE. Quelle est la portée opérationnelle de ces nouvelles recommandations donc, pour les entreprises? Concrètement, quels sont les travaux à mener et une réorganisation est-elle à venir? Écoutez, merci de votre invitation et merci de ces présentations. Sur la portée opérationnelle de ces nouvelles recommandations, Laurence Goutard-Chamou vient de le préciser. Pour nous, l'aspect des recommandations qui est peut-être le plus intéressant, c'est la présomption de conformité et un intérêt à savoir si comment utiliser nos ressources, si à se rapprocher des recommandations pour à 100% coller à 100% aux recommandations, ou en cas de difficulté opérationnelle, à préférer et à s'assurer qu'on sera en mesure de démontrer que les mesures en place, qui sont peut-être différentes des recommandations, sont des mesures qui sont appropriées pour remplir les objectifs de la loi, donc dans l'esprit. Donc, cette partie opérationnelle est vraiment sur une décision que chaque entreprise doit prendre entre les efforts à dédier pour coller au maximum aux recommandations et ou les efforts que l'on devra dédier pour justifier et pouvoir démontrer en cas d'audit ou autre que les mesures qui sont prises en place sont appropriées, en sachant que beaucoup d'entreprises ont des mesures anticorruption depuis de nombreuses années. Certaines ont fait leurs preuves, d'autres sont en constante évolution. Donc, sur les travaux à mener, il y a un aspect excessivement important de la loi Sapin. La loi Sapin, c'est pas une photo à un moment, c'est un travail continu. Donc, il y a la cartographie des risques, on en parlait, c'est quelque chose qui doit être mis à jour, réévalué, et donc les recommandations seront utilisées dans cet esprit de travail continu et de mise à une évaluation continue. Sur les travaux à mener, en fonction de en tout cas dans notre entreprise, on a identifié des sujets qui sont plus d'actualité, encore plus dans le cadre de la situation sanitaire dans laquelle on se trouve, concernant notamment l'évaluation des tiers et le travail avec les tiers. Donc, je pense que certaines des précisions qui ont été apportées nous aideront dans ce sens-là. Mais il y a des choses également, j'ai noté les recommandations de faciliter
l'accès au code d'éthique, à la déontologie, au code de déontologie. Et donc, en ce qui nous concerne, certaines sociétés sont dans un esprit où ils viennent d'aborder, où il y a quelques 3 ans, ils ont commencé à avoir des codes d'éthique, et d'autres sociétés ont déjà un historique plus long sur des codes d'éthique. Donc, chaque entreprise aura une approche différente par rapport à sa simplification. Certains devront le faire, d'autres n'auront pas nécessairement cette nécessité. Et puis, je pense qu'il y aura une difficulté technique sur la simplification d'un code d'éthique dans un règlement intérieur, les formats qu'on peut utiliser en ligne, avec peut-être même de l'infographie, sont plus difficiles à retranscrire dans des règlements intérieurs. Et sur la réorganisation, je pense que également, ça dépendra de la situation de chaque entreprise. General Electric, et en tout cas ma division, a la chance d'avoir un département conséquent, avec même une équipe d'enquêteurs internes. On a 7 personnes qui sont dédiées aux enquêtes internes. Donc, en ce qui nous concerne, nous n'anticipons pas de changement organisationnel. Mais il y a quand même un sujet qui est intéressant pour les grands groupes, qui est le sujet des organisations matricielles, et savoir comment l'AFA appréciera et reconnaîtra l'utilisation de certaines ressources qui ne sont pas nécessairement salariés de la société qui est assujettie et couvert par les obligations de la loi Sapin. Donc voilà, un petit peu les sujets de réflexion. Merci. Alors, côté acteur public, Guillaume Malespine de l'UGAP, pourriez-vous nous donner votre point de vue? Merci, bonjour à toutes et tous, merci de votre invitation. Alors, quelques observations liminaires pour les participants à ce webinaire pour rappeler ce qu'est l'UGAP, très brièvement. L'UGAP est un établissement public industriel et commercial sous la tutelle du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale. C'est une centrale d'achat au sens du code de la commande publique. Elle fonctionne en achat pour revente, c'est-à-dire qu'elle acquiert des biens et des services auprès d'opérateurs économiques qu'elle va ensuite revendre à des clients État, des clients du secteur public local, des clients du secteur de la santé, médico-social, qui vont être dispensés des exigences de publicité et de mise en concurrence. L'UGAP compte de l'ordre de 700 fournisseurs de premier rang, il faut y ajouter évidemment les sous-traitants, et de l'ordre de 22 000 clients. On voit donc que l'UGAP est à la confluence entre les entreprises et les opérateurs économiques et les clients publics. C'est dire toute l'importance que la politique de conformité revêt pour notre établissement, et l'instance dirigeante y est tout à fait sensible. Alors, s'agissant des recommandations précisément, nous ne considérons pas que c'est une révolution. À la suite de la publication de ces recommandations, il y a eu un certain nombre d'articles, de praticiens, d'universitaires qui posaient la question, s'agit-il d'une révolution ou d'une évolution? Il s'agit d'une évolution. De notre point de vue, les grands principes qui étaient déjà affirmés dans les recommandations de 2017 demeurent, le cadre conceptuel demeure. En revanche, il y a des enrichissements, des précisions opportunes, nourries de 3 ans de pratique. Et donc, nous les recevons comme telles. Cela a été dit, ces recommandations n'ont pas d'influence, n'ont pas de portée contraignante obligatoire, mais elles ont une influence persuasive, et c'est comme ça que nous les recevons. Elles vont nous guider pour adapter nos dispositifs. Alors, cela se traduira-t-il par une réorganisation? Non, puisque, comme je l'ai dit à l'instant, les fondements conceptuels demeurent. La gouvernance de la politique de conformité telle qu'on l'a mise en place à la suite des recommandations de 2017 va demeurer. Tout au plus, on va interroger les dispositifs que l'on a mis en œuvre, on va les éprouver au regard des nouvelles exigences, mais fondamentalement, la gouvernance de la politique de conformité ne s'en trouvera pas modifiée. Merci. Alors, côté conseil maintenant, une question pour Sandrine Dos Santos du cabinet Jones Day. En pratique, quels sont selon vous les changements à venir pour vos clients? Alors, bonjour à tous. Effectivement, pour rejoindre ce qui vient d'être dit,
ces nouvelles recommandations n'apportent pas un changement majeur sur ce qui était d'ores et déjà prévu par les premières recommandations. Et c'est finalement dans la lignée de ces premières recommandations, mais aussi des enseignements qu'on avait pu tirer des commissions des sanctions et des prises de parole de l'AFA, que s'inscrivent ces recommandations. Ça correspond finalement aussi à l'évolution qu'a subi tous ces exercices. Ces exercices ont finalement suivi ce que nous a communiqué l'AFA au fur et à mesure de ces 3 années. Nous avons nous-mêmes adapté notre pratique et nos conseils, et finalement on retrouve dans ces recommandations ce que nous avions appris au fur et à mesure de ces 3 années. Sur l'engagement des instances dirigeantes, ce qui est intéressant, c'est que ça devient dans ce premier pilier qui est d'ores et déjà prévu par la loi, et en fait on avait l'habitude de dire que c'était la 9e mesure de la loi de l'article 17, puisque c'était en postulat au tout début de l'article. On voit apparaître, c'est consacré dorénavant par la FA dans ce premier pilier. Donc on montre par là à quel point finalement l'engagement des instances dirigeantes est primordial pour créer ce dispositif anticorruption et lui donner force et tout son poids pour qu'ensuite ce soit pleinement mis en œuvre au sein des sociétés. Le terme pilier, on avait tendance, 3 dernières années, à l'utiliser de façon assez courante. En réalité, pour les 8 mesures de la loi, on avait tendance à parler de 8 piliers de la loi. C'est aujourd'hui un terme qui est consacré par l'AFA, mais qui est réorienté finalement sur 3 axes que vous avez indiqués, et qui sont à nouveau le reflet finalement de la cohérence et de la marche à suivre, c'est-à-dire commencer par un engagement de l'instance dirigeante, identifier et évaluer ces risques, et puis ensuite les gérer, ce qui donne une cohérence finalement à la marche à suivre pour les sociétés et la logique de tout ce dispositif anticorruption. Ce qui est assez nouveau et qui aura peut-être une répercussion pour nos clients, c'est de voir apparaître que finalement les organes non exécutifs ont un rôle à jouer dorénavant. C'est quelque chose qui n'était pas complètement pris en compte par l'ensemble des sociétés, puisque l'organisation varie d'une société à une autre. On voit aujourd'hui que l'AFA souhaite donner à ces organes non exécutifs un rôle de suivi du dispositif anticorruption. Alors, c'est finalement dans le cadre de leur rôle, c'est assez majeur, puisqu'on voit finalement que doit leur être présenté le dispositif anticorruption, les actualisations, afin qu'ils soient pleinement informés finalement de ce qui est mis en œuvre et du travail qui est réalisé au sein de la société. Et ces organes ont pour mission de surveiller, de veiller à la conformité de l'entreprise au regard de la loi. Et on avait vu lors du projet de recommandation qui a été donc soumis à consultation publique que le projet allait encore un peu plus loin, puisqu'il s'agissait de faire valider le dispositif anticorruption par ces organes. Là, on est sur une présentation, mais c'est quelque chose qui, pour certaines sociétés, va nécessiter une réorganisation, une nouvelle gouvernance, qui va nécessiter finalement de faire travailler en parallèle et les conseils d'administration et les comités de surveillance, par exemple, qui vont travailler main dans la main et qui vont finalement avoir un rôle parallèle qui aujourd'hui, nous, on a pu constater, n'était pas forcément mis en place dans le cadre notamment des méthodologies de cartographie des risques. La validation par les instances dirigeantes n'incorporait pas forcément un rôle aux organes non exécutifs. Donc c'est peut-être un changement opérationnel qu'il va falloir mettre en œuvre au sein des sociétés et pour lesquelles elles auront peut-être besoin de conseils sur ce point-là. Le délai de 6 mois qui est prévu par ces recommandations, donc on a bien compris que les contrôles qui seront menés à partir du 13 juillet prochain seront sur la base de ces nouvelles recommandations. Alors, ce délai est très bienvenu, puisqu'effectivement, certaines sociétés vont devoir se mettre un peu d'équerre par rapport à ces nouvelles recommandations. 6 mois, ça paraît assez long, mais dans la vie des sociétés, on sait, tout est assez long. On est dans une période particulière où les choses vont aussi un peu plus lentement. Donc ce ne sera pas trop. On verra au 13 juillet, finalement, avec
avec ces nouvelles recommandations, dans quelle mesure il sera apprécié la prise en compte par les sociétés de ces nouvelles recommandations? Est-ce qu'on s'attend à ce que les sociétés aient pris totalement en compte les nouvelles précisions et se soient réorganisées dans ce laps de temps? Est-ce qu'il y aura une certaine indulgence selon les sociétés, l'impact qu'aura pu avoir aussi cette crise sanitaire au sein des sociétés, et puis aussi leurs ressources, leurs moyens, donc en termes de proportionnalité? C'est des questions qui vont se poser aussi le moment venu. Merci. Alors, le deuxième point sur l'articulation et la structure de ces nouvelles recommandations. Donc, comme je l'ai évoqué en introduction, l'AFA a privilégié donc une articulation fondée sur 3 piliers indissociables et ces recommandations se présentent en 3 parties. Donc, je m'adresse à Roxana Family. Est-ce selon vous une nouveauté ou des précisions? Oui, je vous remercie d'abord pour l'organisation de ce webinaire et je me réjouis d'y participer aux côtés des autres intervenants. Alors, je pense que quelque chose qui est de fondamental qui a été dit, c'est que ces recommandations ne bouleversent pas le paysage du programme, des programmes anticorruption. C'est une mise à jour approfondie, mais c'est normal, c'est exigé par la loi elle-même, comme Madame Goutar-Chamou l'a précisé. Ça vient au terme de 3 années d'activité assez intense de l'agence depuis sa création et aussi des activités où l'agence a été très productive en termes de documentation et de différents types de guides et de lignes directrices. Donc, ce sont des recommandations qui reflètent à bien des égards le gain de maturité de l'agence. Et c'est ce gain de maturité qui est reflété également dans la structure de ces recommandations. Alors, d'ailleurs, ne serait-ce que déjà en termes de nombre de pages et de volume, c'est un document qui fait 86 pages. Elle ne faisait que 43 pages en 2017, donc on est au double aujourd'hui du nombre de pages. Et de ce point de vue-là, parce qu'on voit aussi pas mal de comparaisons qui sont faites, et elles sont justifiées avec les guides des autorités étrangères, je souhaitais peut-être d'abord en amont insister un petit peu sur ce point. On sait que le département de justice américain, par exemple, au mois de juin 2020, a mis à jour son guide d'évaluation des programmes de compliance. L'autorité britannique, le Serious Fraud Office, a fait exactement la même chose au mois de janvier 2020. D'ailleurs, elle a ajouté un nouveau chapitre dans son manuel interne. Le document du département de justice ne fait que 20 pages. Celui du Serious Fraud Office ne fait que 8 pages. Donc, effectivement, très souvent, on note que les autorités étrangères semblent laisser une latitude plus grande aux entreprises et une marge de manœuvre plus grande. Maintenant, il me semble que ce sont des documents qu'on ne peut pas comparer tels quels. Pourquoi? Parce qu'on le sait très bien, les publications du département de justice et les publications du SFO restituent en réalité la manière dont les procureurs évaluent les programmes et ce sont des documents qui sont destinés aux procureurs eux-mêmes et aux autorités de poursuite. Et indirectement, évidemment, les entreprises peuvent s'en inspirer. D'ailleurs, les critiques qui avaient été adressées au SFO consistaient à dire que le document interne du SFO est bien plus rempli et plus important en contenu que ce que le SFO finalement publie et communique à l'extérieur. Mais donc, ce sont effectivement des documents qui sont assez généraux, qui constituent davantage des lignes directrices et c'est essentiellement pour refléter la manière dont les autorités de poursuite entament cette démarche qui est d'évaluer les programmes à l'occasion de poursuites. L'Agence française anticorruption, c'est une autorité de contrôle. Elle n'a pas son équivalence ni aux États-Unis ni au Royaume-Uni et elle est investie par la loi d'une mission qui est de faire des recommandations et de mettre à jour ces recommandations. Et bien entendu, même si l'agence elle-même reconnaît à la suite des décisions de la commission des sanctions que ces recommandations n'ont pas de valeur juridique contraignante, elle considère dans les recommandations
qu'elles font partie du référentiel anticorruption, selon l'agence. Mais c'est aussi la loi qui investit cette agence qu'elle installe de cette mission qui est de faire des recommandations, de les faire évoluer. Et il va de soi que de l'esprit de la loi, il découle qu'effectivement le contrôle de l'agence peut se faire aussi sur la base de ces recommandations. Donc c'est la raison aussi pour laquelle la valeur juridique de ces recommandations est très souvent interrogée. Maintenant, ce document véritablement est construit avec une démarche pédagogique très intéressante. Et c'est peut-être cette innovation pédagogique qui est l'apport réel de ces recommandations, avec des principes généraux dont le rappel était vraiment important. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que, comme tout texte, les interprétations de ce texte se feront nécessairement à l'aune de ces principes généraux. Et le fait que le principe de proportionnalité ait été effectivement mis au sein des principes fondamentaux est très important. On sait très bien qu'au départ, l'Agence française anticorruption avait été un peu critiquée parce qu'on considérait qu'elle mettait à mal ce principe de proportionnalité. Et aujourd'hui, effectivement, on voit que dans leur contenu, ces recommandations finalement tiennent davantage compte du principe de proportionnalité, que ce soit dans l'exercice de la cartographie des risques, que ce soit dans évidemment les dispositifs qui sont déployés pour mettre en place un programme de lutte contre la corruption. Ensuite, il y a effectivement ces dispositions générales qui ont vocation à s'appliquer à toutes les entités, quelle que soit la taille, quel que soit le secteur. Je pense que c'est aussi très bienvenu parce que pour deux raisons. D'abord, il faut savoir que toutes les entités ne sont peut-être pas soumises à la loi Sapin II, mais elles peuvent être soumises à d'autres lois anticorruption. Et ça leur permet déjà d'avoir, on va dire, un référentiel pour pouvoir ne serait-ce que faire une comparaison entre ce que, évidemment, les différentes autorités peuvent réclamer de leur part. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier, déjà ne serait-ce qu'en France, aux PME, aux ETI, qui ne sont peut-être pas effectivement assujettis à l'article 17 et puis à l'article 3 non plus. Mais il n'en demeure pas moins qu'elles sont de plus en plus amenées à se doter de dispositifs de lutte contre la corruption, alors soit sur la base d'une démarche volontaire, soit parce que très souvent, on le sait, c'est une exigence aujourd'hui de leurs partenaires commerciaux à partir du moment où ces partenaires sont eux-mêmes assujettis évidemment à la loi Sapin II. Donc je pense que là, il y a vraiment un réel effort de pédagogie par rapport aux premières recommandations qui abordaient tout simplement chacune des mesures de l'article 17 une par une. Il y a vraiment un vrai travail d'ensemble avec un langage qui restitue un peu l'assouplissement de l'AFA. Le verbe pouvoir, le verbe il est recommandé, sont des verbes qui sont de plus en plus employé. À titre personnel, l'emploi du mot organisation me semble très opportun, surtout dans cette première partie, pour bien indiquer que cela peut intéresser toute forme d'entité, quel que soit le secteur, quelle que soit la taille. Après, sur le fond, cette forme structurante va aussi servir, notamment au regard des trois piliers fondamentaux indissociables, mais en réalité, ces trois piliers correspondent à la réalité, à ce qu'est véritablement, à ce que doit être un programme de conformité. J'aurais peut-être préféré le terme axe structurant pour éviter ce doublon avec les 8 piliers de la loi Sapin II, mais vous savez, c'est de la linguistique, hein, c'est appelé à évoluer avec le temps, on s'approprie ces différentes terminologies et puis elles sont effectivement évolutives. Mais alors, sur le fond, si je peux relever peut-être un point, c'est que c'est donc un document détaillé. De ce point de vue-là, c'est très bien. Le fait d'avoir mis en avance l'implication de l'instance dirigeante, c'est aussi très bien. C'est un document en réalité qui agrège différents documents, bien entendu les premières recommandations, bien entendu les différents guides, lignes directrices de l'AFA, parce que pro ou pro, on trouve à l'intérieur de ces recommandations des rappels
ou des renvois. Et puis, bien entendu, elles intègrent aussi les décisions de la commission des sanctions. Et alors, par exemple, sur la fonction du compliance officer, le positionnement d'un compliance officer, on sait que ce positionnement est important. On sait que tous les directeurs de conformité souhaitaient effectivement voir leur positionnement au sein de l'entreprise être clarifié. L'implication des instances dirigeantes est évidemment très importante en aval et puis en amont, et puis tout le long finalement du déploiement du dispositif. Maintenant, parfois la difficulté est la suivante. Le document est très détaillé. Donc, on peut se demander, au regard de ce degré de détail, quelle est vraiment la place réelle et quelle est à la marge de manœuvre et quelle est la place réelle à la latitude dont pourraient disposer, bien entendu, les entités qui sont soumises, notamment au regard de ce fameux principe de proportionnalité. Et puis, alors, comme tout document qui commence à être détaillé, parfois, on peut rester sur notre faim. Il se trouve que sur certains points, les recommandations sont peut-être parfois pas assez explicites. Je pense par exemple à la question de la consolidation de toutes les informations que les filiales doivent faire remonter à la société mère. La question aussi des remontées des alertes vers l'instance dirigeante. En pratique, c'est un travail fastidieux. Par exemple, sur la question de la consolidation, que les entreprises doivent entreprendre sans connaître véritablement quelles sont les attentes de l'agence. Donc là, je dirais que les entreprises sont peut-être un peu livrées à elles-mêmes, sans modus operandi. Et c'est peut-être sur ces questions-là, sur ces points-là, qu'il faudra effectivement qu'on connaisse, et c'est mieux de le savoir en amont plutôt qu'en aval, c'est-à-dire en amont des contrôles, quelles sont véritablement les attentes de l'agence. Mais ça fait partie, si vous voulez, toujours du risque d'un document qui est détaillé, c'est-à-dire soit on détaille trop, soit on ne détaille pas assez. Et parfois, sur certains points, on aurait souhaité peut-être avoir un éclairage sur cette vision de l'agence qu'on n'a pas. Après, je terminerai avec donc cette documentation qui irrigue l'intégralité des recommandations de A à Z à tous les stades. Alors, on voit bien effectivement que cette obligation de documentation est destinée à faciliter le contrôle de l'agence, mais peut-être que là aussi, sur ce point, les recommandations poussent l'exercice un peu trop loin, notamment sur l'exercice de la cartographie des risques, où il faut vraiment documenter l'intégralité de la méthodologie pour arriver à expliciter la méthodologie qui a été retenue, documenter l'ensemble des scénarios en matière notamment des alertes, les enquêtes internes, les entretiens qui doivent être documentés. Donc, je pense que là, effectivement, peut-être que l'exercice est poussé trop loin et on attend peut-être des clarifications, en tout cas, qui seraient nécessaires pour l'avenir. Merci. Alors, Guillaume Malespine, est-ce que vous pourriez nous apporter des précisions sur la partie applicable aux acteurs publics? Oui, alors, d'abord une remarque, au sens des recommandations, le GAP, de par son statut et de par les seuils de l'établissement, en réalité, relève aussi bien de l'article 17 que de l'article 3. Donc, on a l'ensemble du corpus, si je puis dire, qui s'applique à nous. Sur la structure, au-delà du plan en 3 parties, ce que je relève comme notable et qui fait sens par rapport aux recommandations de 2017, c'est la réorganisation des instruments, des outils autour des 3 piliers. On l'a dit, on passe des 8 piliers aux 3 piliers, comme pour mieux signifier, selon moi, la démarche intégrée de maîtrise des risques. La méthodologie de maîtrise des risques, du risk management, là, est bien illustrée à travers cette approche intégrée, l'engagement de l'instance dirigeante, la connaissance du risque, ensuite la maîtrise des risques et l'évaluation. L'évaluation, c'est vraiment l'approche par les risques qui est confortée ici. Toutes les parties prenantes de l'organisation sont conviées, le métier, la fonction conformité, le contrôle interne, l'audit interne, in fine. Et là, on est vraiment dans une démarche intégrée qui me semble-t-il, doit être saluée. D'ailleurs, par rapport aux recommandations de 2017, les considérations des recommandations de 2020-2021
sur le contrôle et l'évaluation du dispositif ont été particulièrement soignées. Elles sont nourries et fort éclairantes. Il y a un détail très précis de ce que chacune des lignes de défense doit mettre en œuvre pour s'assurer de l'efficacité et de la robustesse du dispositif. Donc cette démarche intégrée, elle milite, semble-t-il, pour un pilotage du dispositif de prévention, de détection, prévention et traitement de la corruption par une direction directement rattachée à l'instance dirigeante qui aura le contrôle interne, l'audit interne, et encore une fois directement rattaché à l'instance dirigeante. C'est le choix que nous avons fait à l'UGA avec une direction de l'audit, du contrôle interne et des risques qui rapporte directement au président directeur général parce que l'environnement des risques est commun. Il n'est pas incongru que l'audit interne connaisse des risques managés par le contrôle interne, par la conformité, par la compliance. Et c'est le choix que nous avons fait. Ça rejoint l'idée que j'évoquais en liminaire. Il n'y a pas de réorganisation, mais le point notable, de mon point de vue, c'est cette approche intégrée. Une approche intégrée dont je relève qu'elle est encouragée, en tout cas promue par les associations professionnelles de risque management. Merci. Alors, sur la proportionnalité maintenant, donc l'AFA préconise que le recours à ces recommandations, donc qui demeurent non obligatoires, devra être proportionnel au risque encouru par l'entreprise et pourra donc être adapté en fonction de sa structure, son activité, sa taille ou de son implantation géographique. Donc, Laurence Goutard-Chamou, ma question est la suivante. Comment apprécier cette proportionnalité et surtout, comment l'entreprise peut-elle se justifier? Bien, donc effectivement, l'AFA a souhaité renforcer le principe de proportionnalité dans les nouvelles recommandations. Alors, il y a deux idées. D'une part, en insistant sur l'approche par les risques. C'est ce que vous avez indiqué. Donc, les entreprises, elles sont invitées à adapter les recommandations en fonction de leur profil de risque. Et ce profil de risque, il est affecté par donc différents paramètres. C'est les activités, c'est le type de produit, c'est les compétences qu'exercent ou fournissent donc ces entreprises, c'est la structure de gouvernance, c'est l'organisation, c'est la taille, c'est le domaine ou le secteur d'activité. Voilà, les recommandations énumèrent toute une série d'items juste pour souligner le fait que la proportionnalité, elle ne se mesure donc pas uniquement par la taille de l'entreprise, qui n'est qu'un critère parmi d'autres. Ça, c'est donc un point important. L'AFA, ensuite, elle applique elle-même ce principe de proportionnalité puisqu'elle déploie sa stratégie de contrôle en fonction des profils de risque des entités contrôlées. Donc ça, c'est déjà un premier indicateur. Ensuite, les recommandations, enfin les observations et les recommandations qu'elle peut formuler à la suite d'un contrôle prennent en compte le profil de risque de l'entreprise puisque elle va s'assurer que ces observations et ces recommandations sont en capacité d'être suivies par la structure. L'autre point, c'est que les recommandations, elles prennent en compte la diversité des acteurs publics. Je pense que c'est un point important à souligner concernant l'aspect de proportionnalité. Elles font preuve, les recommandations, de réalisme en tenant compte de la grande diversité et de la mission, compétences, statuts juridiques et territoires que recouvre ce qu'on appelle des acteurs publics. L'appréhension des recommandations, elle ne sera pas la même pour une commune de 2000 habitants que pour une région ou une collectivité qui gère plusieurs milliards d'euros et qui conduit des grosses opérations d'aménagement urbain ou passe des gros marchés publics. Donc l'AFA en a pleinement conscience et rappelle que les acteurs publics sont invités à mettre en œuvre les recommandations de façon proportionnée à leur profil de risque, mais elle va encore plus loin en fait en proposant des aménagements tels que l'article 410 le prévoit. Pour les acteurs publics qui sont peu familiers à l'exercice de la cartographie de risque, ils peuvent en fait débuter leurs travaux en examinant 3 processus que l'expérience conduit à considérer comme particulièrement exposés. Il s'agit en particulier de la commande publique, de la gestion des ressources humaines et de tout ce qui a trait au versement de subventions. Et les recommandations, dans un souci encore pédagogique, elles vont dans une annexe 2, préciser et présenter les scénarios de risque qui affectent ces trois processus de gestion. Donc,
voilà, un souci de proportionnalité qui se mesure à plusieurs niveaux et qui sont bien un trait marquant de ces recommandations 2020. Merci. Alors, sur ce point, et ma question s'adresse à Bénédicte Grohl, donc avocate du cabinet Jones Day, que recommandez-vous aux entreprises? Alors, déjà, bonjour à tous. C'est une question importante de cette proportionnalité puisqu'elle aura nécessairement un impact sur la présomption de conformité dont bénéficient les entreprises qui vont suivre les recommandations de l'AFA. Madame Goutard-Chamoun nous l'a rappelé tout à l'heure, les recommandations ne créent pas d'obligation juridique, mais l'AFA s'y réfère pour ses missions de contrôle. Alors, ce principe de proportionnalité apparaissait déjà en filigrane dans les précédentes recommandations. Et cette proportionnalité était appréciée à l'aune de la cartographie, ce qui n'était pas très logique chronologiquement, du modèle économique et des enjeux propres à l'entreprise. Aujourd'hui, on parle de profil de risque et donc l'entreprise doit effectuer un rapport de proportionnalité entre ce recours aux recommandations, les mesures prises et aussi les moyens humains et financiers qui vont être alloués au déploiement de ces mesures, à la mise en place de ces mesures et à son profil de risque. Sauf que à défaut de critères précis, de grilles d'analyse, cela peut être source d'insécurité juridique pour les entreprises, faire peser un risque supplémentaire, car tout va reposer sur l'auto-identification et l'appréciation de ses propres risques. Il est donc indispensable que l'entreprise tente d'objectiver cette notion de proportionnalité ab initio et donc développe des outils pour ce faire, et surtout pour documenter, pour tracer cette réflexion, parce que de mon point de vue, et je dirais dès l'adoption, l'entrée en vigueur de la loi Sapin 2, les entreprises, au final, le font déjà. C'est-à-dire qu'elles le font tout naturellement. Elles adaptent le recours aux recommandations en fonction de leur profil de risque, exactement tel que le définit de l'AFA, par leur secteur d'activité, l'implantation géographique, bien évidemment, les catégories de tiers avec lesquelles la société interagit. Le point important ici, c'est de tracer, de documenter toute cette réflexion afin de définir le profil de risque. Alors nous, ce qu'on fait comme pour chacun des 8 piliers, on établit un référentiel avec l'ensemble des normes et bien sûr l'échelle de valeur juridique qui est absolument fondamentale pour que l'entreprise puisse avoir une certaine souplesse et adapter les dispositifs. Donc il s'agit de créer en fait une cotation de différents paramètres existants de nature à permettre à l'entreprise de dresser un profil de risque global plus ou moins élevé et partant de définir et surtout de justifier les mesures qui sont mises en place ainsi que les moyens humains et financiers qui vont être alloués à l'ensemble de ces mesures. Merci. Pour terminer sur ce point, donc Roxana Family, pourriez-vous nous donner votre éclairage et peut-être aussi faire un parallèle avec les process à l'étranger? Oui, tout à fait. Alors, ça a été rappelé, hein, le principe de proportionnalité est rappelé au titre des principes fondamentaux, et ça, c'est une bonne chose, comme je le disais. D'abord, parce que c'est un principe qui est prévu par la loi elle-même, à l'article 3.2, alinéa 2 de la loi. Ensuite, parce que cela vient confirmer et encore une fois révéler le gain de maturité de l'agence, et de ce qu'on acte désormais que à tous les stades du développement, de la réflexion et du développement du programme, il ne s'agit pas de calquer un modèle, mais il s'agit évidemment de tenir compte de nombreux facteurs qui peuvent venir effectivement influencer les choix de l'entreprise et également donc la physionomie de ce programme. Et puis enfin, pour répondre plus directement à votre question, ça correspond à la vision des autorités étrangères, puisque en tout cas les deux autorités que sont le département de justice américain et le Serious Fraud Office britannique se sont à différentes occasions prononcées en faveur de cette proportionnalité. C'était très important parce que, comme je le soulignais tout à l'heure, les lois anticorruption aux États-Unis et en Angleterre n'appliquent pas de seuil, comme c'est le cas de la loi Sapin 2. Donc, elles ont vocation effectivement à s'appliquer à des entités de toute taille. Mais au moment où il s'agit d'évaluer les programmes, notamment par exemple les lignes directrices du ministère de la Justice qui ont été publiées en Angleterre en 2011,
ont fait véritablement un travail qui était d'essayer d'adapter les exigences notamment de la section 7 de UK Bribery Act aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire. Donc on voit bien que ce principe de proportionnalité est finalement un principe qui est respecté, mais comme le soulignait aussi Guillaume Malespine, ce principe de proportionnalité est vraiment indispensable dans le management des risques, puisque effectivement, on ne peut apprécier les risques, on ne peut mettre en place des outils de management qu'en ayant une juste appréciation de ce que peut être effectivement ce risque au regard du secteur d'activité, de la taille et d'un ensemble d'autres facteurs. Maintenant, c'est un point important, je pense, que Maître Gros a relevé. Ce principe de proportionnalité nécessairement sera aussi mis est à mettre en corrélation avec cette fameuse présomption de conformité. Donc, si je peux juste m'attarder sur ce point, mais vraiment très rapidement, on sait qu'effectivement, l'entreprise qui est assujettie à l'article 17, lorsqu'elle prétend avoir suivi les recommandations, ces recommandations sont aussi opposables à l'agence et l'entreprise bénéficie donc d'une présomption simple de conformité. Alors, juridiquement, la présomption simple peut être détruite si la preuve du contraire est apportée. Là où il y a peut-être un point à relever, c'est que dans les recommandations, on relève que l'agence va contester simplement l'efficacité de la mesure qui a été mise en place et alors il appartient à l'entreprise, à l'entité qui est contrôlée, de prouver qu'elle s'est conformée à la loi. Et donc finalement, la charge de la preuve, quelque part, appartient à l'entreprise et c'est la raison pour laquelle des spécialistes ont pu aussi finalement considérer que ce que les recommandations avaient mis en place est avant tout une présomption de non-conformité. C'est-à-dire à partir du moment où on s'est écarté des recommandations et la mise à l'écart des recommandations peut être justifiée par le principe de proportionnalité, eh bien, il y a une présomption de non-conformité qui pèse sur l'entreprise et donc c'est à l'entreprise de prouver qu'elle répond aux objectifs de la loi. Mais en réalité, ce que l'on voit, c'est que de toute façon, même à travers l'exercice qui est de documenter et qui a été souligné à plusieurs reprises, finalement, que les entreprises s'écartent ou non des recommandations, elles ont cette obligation de tracer l'ensemble en fait du processus, à la fois le processus de prise de décision et puis le processus d'élaboration et ensuite le processus de déploiement. Alors effectivement, elles n'auront jamais la garantie que ce sera considéré comme étant suffisant par l'agence en cas de contrôle et c'est là où effectivement peut-être les recommandations restent encore à être explicitées à l'aune de ces contrôles qui interviendront. Mais en tout cas, il faut effectivement s'assurer que ce principe de proportionnalité soit systématiquement appliqué et explicité tout au long, évidemment, du processus de prise de décision, élaboration et déploiement. Et c'est bien entendu aussi un principe qui sera un principe fondamental au moment du contrôle et dans la négociation, enfin, en tout cas dans les échanges et les débats qu'il y aura avec l'agence. Merci. Alors, sur le rôle accru des organes de direction, donc l'instance dirigeante est personnellement responsable du déploiement et de l'application du dispositif anticorruption. Donc, question pour Laurence Goutard-Chamou, en pratique, par quels moyens se traduit l'implication opérationnelle des dirigeants ? Les nouvelles recommandations, elles apportent de nombreuses précisions sur l'implication opérationnelle des dirigeants s'agissant du déploiement, de l'application, du suivi du dispositif anticorruption. En liminaire quand même, les recommandations, elles apportent quand même une vraie précision en ce qu'elles définissent ce que c'est qu'une instance dirigeante. Donc,
concernant la traduction complète de l'implication opérationnelle des dirigeants, c'est d'une part l'engagement que l'instance dirigeante doit mettre en œuvre, une politique anticorruption, la question de la promotion et de la diffusion de la culture de l'anticorruption au sein de l'entreprise. Alors, cela passe bien entendu par son implication, l'exemplarité, l'application scrupuleuse des principes de la politique anticorruption de l'entreprise. Donc, tout ça, c'est assez déterminant pour le déploiement du dispositif. Après, les recommandations, elles citent quelques exemples, à savoir, l'AFA recommande que l'instance dirigeante valide le code de conduite et en assure le portage. Alors avec, c'est peut-être assez imagé en préfaçant par exemple l'introduction du code de conduite. Mais par ailleurs, il peut y avoir une communication personnelle de l'instance dirigeante à l'attention de l'ensemble des salariés. Ça peut se faire par vidéo, ça peut se faire par écrit, avant le déploiement du dispositif, au moment de la nomination du responsable de la conformité, en amont de la cartographie des risques de corruption pour mobiliser les salariés. Tout ça constitue en fait des bonnes pratiques qui permettent de traduire l'implication de l'instance dirigeante. Après, sur les questions de la définition de la stratégie de la gestion des risques, c'est vraiment un rôle important que doit jouer en la matière l'instance dirigeante, mais elle doit également s'assurer de la mise en œuvre de cette stratégie de gestion des risques. Après, il y a d'autres moyens qui permettent de traduire cet engagement. C'est bien entendu la mobilisation de moyens humains et financiers nécessaires à la mise en œuvre d'un dispositif anticorruption. Et puis, il y a quand même tout un portage qui consiste à veiller à l'intégration de ces mesures anticorruption dans l'ensemble des procédures et politiques à risque de la structure de l'organisation. Donc, je ne détaillerai pas ce qui est mentionné dans les recommandations parce que pour le coup, je pense qu'elles sont assez riches en la matière. Mais voilà. Merci. Alors, s'agissant maintenant des organes, des membres des organes de contrôle non exécutifs, donc le dispositif anticorruption et ses actualisations devront leur être présentées. Donc, je m'adresse toujours à l'AFA, Laurence Goutard-Chamou. Comment documenter et prouver la sensibilisation des dirigeants non exécutifs à la question et quel est le degré d'exigence par rapport aux dirigeants exécutifs? Alors, comme vous l'avez dit préalablement, c'est un point nouveau dans nos recommandations 2020. En fait, il s'agit de pouvoir démontrer que le dispositif anticorruption et ses actualisations sont périodiquement présentés au conseil d'administration afin qu'il dispose de toutes les informations nécessaires à cet effet. Alors, la question de la documentation, il s'agit de conserver les documents démontrant que la documentation adéquate leur a été transmise. L'agence conseille d'archiver, de conserver les comptes rendus des différents comités dédiés à ces sujets, notamment les comités dédiés à la cartographie des risques, et notamment ceux qui se sont tenus en présence de l'instance dirigeante ou des dirigeants non exécutifs. Donc, le degré d'exigence sur les dirigeants exécutifs, là pour le coup, il est vraiment prévu par le grand 1 de l'article 17 qui définit clairement que les personnes sont tenues de prendre les mesures destinées à prévenir, à détecter la commission des faits de corruption et de trafic d'influence et qu'à défaut, leur responsabilité, elle peut être engagée devant la commission des sanctions de l'AFA. Donc là, je pense que c'est de la bonne pratique en fait qui est mise en avant dans les recommandations concernant les dirigeants non exécutifs et la nécessité que ces instances elles aient l'information concernant cette politique anticorruption. Merci. Alors, côté acteurs privés, donc toujours la même question, je m'adresse à Romain Vallet de GE, donc sur les membres des organes de contrôle non exécutifs. Oui, alors je pense qu'il y a une différence en fonction de la taille des entreprises et également de l'internationalité de ces entreprises. Je vais parler d'un groupe international. Beaucoup de dirigeants ont une double casquette, à la fois exécutif et non exécutif. Et il est vrai que l'organisation dans le privé, surtout lorsqu'il y a une culture de la compliance et de la lutte contre la corruption, a fait qu'il y a déjà beaucoup de mécanismes pour sensibiliser et à la fois reporter les informations
sur la compliance. Donc en fait, sur la sensibilisation, je pense que cette nouvelle précision en ce qui nous concerne va rajouter une tâche supplémentaire pour pouvoir illustrer et documenter dans des PV de conseil d'administration, etc. Et donc doubler un exercice qui avait déjà lieu ailleurs et vraisemblablement avec les mêmes personnes. Il y a surtout un sujet, moi, qui me préoccupe lorsque l'on parle de faire valider par l'instance dirigeante la cartographie. Et ce qui me préoccupe, c'est que tout l'exercice de la cartographie, en tout cas dans les premières recommandations, était impliquer le maximum d'acteurs, impliquer le maximum de personnes, pas seulement le spécialiste dans une matière particulière, pour s'assurer vraiment d'avoir une vision exhaustive des risques de la société. Nous, par exemple, on a fait cet exercice, on a envoyé une enquête à 3000 personnes. En fonction des résultats de l'enquête, on a fait un suivi individuel avec certaines de ces personnes. On a consulté des spécialistes sur certains des sujets. Et donc, lorsqu'on a atteint cette cartographie, on considère que la cartographie, elle est représentative et surtout, elle est neutre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, elle n'est pas biaisée par des opinions, des vues personnelles. Le risque que moi je vois à devoir présenter et faire valider ces cartographies, c'est qu'il pourrait y avoir une tendance chez certains dirigeants à vouloir sous-estimer certains risques ou à augmenter d'autres risques. Donc ça, c'est peut-être un aspect à considérer, mais d'une manière générale, la sensibilisation existe, il y a plein d'outils et je pense que l'on pourra le documenter avec un petit peu plus de travail, mais ça se fera dans l'esprit des recommandations. Merci. Guillaume Malespine, si vous pouvez nous donner votre point de vue. Très volontiers. Alors sur le rôle de l'organe non délibérant, là il est davantage prévu, conforté. Alors il existait déjà, puisque le dialogue entre l'instance dirigeante et l'organe non délibérant fait partie de la bonne marche de l'entreprise et il est tout à fait de bonne pratique que l'organe non délibérant soit informé des risques auxquels s'expose l'entreprise et notamment des risques majeurs dans une démarche de cartographie top-down. Et il n'est pas douteux que le risque de conformité est au nombre des risques majeurs de l'entreprise, au même titre que le risque cyber. Enfin, voilà, c'est un risque considéré comme majeur. La question qui se pose, c'est de savoir qui mettons derrière cet organe non délibérant. Est-ce que c'est le conseil d'administration stricto sensu ou est-ce que ce sont des comités émanations du conseil d'administration? Car en matière de probité, de corruption, il n'est peut-être pas souhaitable que l'organe non délibérant dans son entière collégialité soit informé de l'intégralité des dispositifs de prévention, de détection, de traitement des atteintes. Dans le contexte, par exemple, d'un établissement public comme le nôtre, il faut savoir que les documents qui sont transmis au conseil d'administration sont des documents communicables. Question, à partir du moment où on présente la cartographie des risques de corruption à l'organe délibérant, on serait censé la communiquer à des tiers qui en feraient la demande. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas réserver cette information à un organe qui serait composé d'administrateurs, bien entendu, de personnalités qualifiées, expertes dans le domaine de la conformité et des atteintes à la probité, qui serait aussi composé de représentants de la direction, mais qui assurerait la confidentialité de ces informations à charge pour le président de ce comité ad hoc, d'informer le conseil d'administration s'il identifiait un point de fragilité ou une vulnérabilité sur le dispositif. En tout cas, c'est le pari c'est le choix que nous avons fait au sein de l'UGAP. On a créé un comité maîtrise des risques, émanation du conseil d'administration. Ce comité maîtrise des risques est évidemment informé du programme de conformité, de son déploiement. On a fait la présentation de la cartographie, évidemment, de la cartographie des risques au sens Sapin 2. Et les reporting, il doit aussi, me semble-t-il, permettre un échange direct entre le directeur en charge de la conformité et le président de ce comité.
s'il avait un point d'attention, il doit pouvoir s'entretenir directement auprès du président de ce comité et ne pas nécessairement passer par l'instance dirigeante. Ça me paraît conforter son indépendance. Et là encore, c'est ce que nous avons prévu, puisque les textes qui gouvernent le fonctionnement de ce comité prévoient la possibilité pour le directeur en charge de la conformité de s'entretenir directement avec le président du comité, qui n'est évidemment pas le président de l'entreprise. Voilà ce que je pouvais dire sur ces points d'attention. Merci. Alors maintenant, sur le renforcement des missions du responsable de la conformité. Donc, la mise en œuvre opérationnelle du dispositif anticorruption est déléguée au responsable de la conformité. Donc, ma question s'adresse plus particulièrement donc, aux avocats. Sandrine Dos Santos, en quoi les missions du responsable conformité sont-elles renforcées? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples et quels sont les impacts en pratique? Oui, alors nous avons effectivement constaté un rôle accru du responsable de la conformité, puisque les nouvelles recommandations prévoient que le responsable de la conformité doit être consulté sur des projets stratégiques et aux prises de décision structurantes de l'entreprise, telles que par exemple donc est citée la conclusion de nouveaux contrats, les fusions-acquisitions, les investissements majeurs, la prospection ou la constitution d'un partenariat, la conception ou la commercialisation de nouveaux produits ou services. Alors, ce sont effectivement des sujets qui sont primordiaux pour la société, auxquels aujourd'hui, on peut faire le constat que le responsable de conformité n'est pas toujours associé, loin de là. C'est vraiment un point qui est majeur parce que c'est un tournant sur la vision qu'on doit avoir du responsable de la conformité et son rôle, le rôle qu'il doit jouer finalement dans l'appréhension des risques avant même finalement que la société s'oriente vers de nouveaux axes de développement, par exemple. On voit que finalement la conformité n'est pas que de la posteriori, mais de l'a priori. Et finalement, des questions doivent se poser avant une prise de décision majeure pour la société et le responsable de la conformité doit y être associé. Ce que nous constatons couramment et qui ressort également finalement des rapports de l'AFA et des prises de parole de l'AFA, c'est que la question du positionnement du responsable de la conformité est une question qui revient assez couramment, qui est très différente d'une société à une autre en termes d'organisation. Les discussions notamment au sein des sociétés entre le responsable de conformité, l'audit et les risques, mais aussi l'instance dirigeante n'est pas toujours facile. On voit par exemple que dans certaines sociétés, le responsable de la conformité fait partie d'une direction qui est plus large et le responsable de la conformité n'est pas en lien direct avec l'instance dirigeante, elle passe finalement par cette direction qui, elle, est en lien avec l'instance dirigeante. On voit avec ce nouveau rôle que le responsable de la conformité doit jouer ce rôle comme un devoir. C'est ce qui est prévu par les recommandations, c'est un devoir qui est prévu. Alors, ça nécessite de renforcer ce positionnement et finalement de faire basculer le responsable de la conformité qui aujourd'hui a un rôle essentiellement de reporting puisqu'il met en œuvre le dispositif anticorruption, les mesures qui sont adoptées et puis il reporte aux instances dirigeantes du suivi de la mise en place de ces mesures. Aujourd'hui, on voit qu'il doit avoir un rôle stratégique au sein de la société. Alors, ça passe aussi par une prise de conscience et une culture de la compliance qui doit être très très forte au sein des sociétés, puisqu'il faut faire une place à ce responsable de la conformité lorsqu'il s'agit de discuter de sujets qui sont extrêmement basés sur du business en réalité, plutôt que de la gestion du risque, j'ai envie de dire, a posteriori. Et donc, c'est un changement de culture et une prise de conscience qu'il va falloir prendre au sein de toutes les sociétés pour donner encore plus de place aux responsables de conformité, ce qui aujourd'hui déjà n'est pas évident et on le voit notamment dans les rapports de l'AFA, c'est quelque chose qui manque souvent cruellement au sein des sociétés. Il y a un point aussi qui est assez intéressant, qui est très particulier en termes d'exemple, vous me demandez un exemple,
sur l'évaluation des risques nets. On voit par exemple que ce rôle accru du responsable de conformité apparaît également au stade de l'évaluation du risque. Ça fait écho donc à ce changement de rôle, puisqu'on voit que dorénavant, il est possible que l'évaluation du risque net soit faite par le responsable de conformité, qui peut s'appuyer de l'audit interne et du responsable de la maîtrise des risques. Et c'est un rôle qui est assez majeur, puisque finalement va dépendre de l'évaluation du risque net, l'élaboration donc de la hiérarchisation des risques, du plan d'action pour la cartographie des risques, qui en règle générale va se dérouler sur un certain nombre d'années, puisque la mise à jour de la cartographie des risques en moyenne est prévue tous les 3 ans, sauf s'il y a des événements au sein de la société qui justifient une mise à jour plus ponctuelle. Mais on se rend bien compte qu'en faisant intervenir et donnant un rôle majeur sur l'évaluation du risque net au responsable de conformité, on lui donne un rôle très important sur finalement ce qui va être déroulé par la société sur les 3 années à venir. Et donc, c'est assez intéressant de voir finalement que ces nouvelles recommandations ont fait le choix d'appuyer le rôle du responsable de conformité et d'appuyer encore une fois sur la nécessité de lui donner un vrai positionnement au sein de la société. C'était quelque chose qui apparaissait déjà dans la première recommandation et qui aujourd'hui est précisé et renforcé. Merci. Laurence Goutard-Chamou, pourriez-vous nous donner votre point de vue sur le responsable? Oui, peut-être juste quelques compléments par rapport à ce que Maître Dos Santos vient d'avancer. Un rappel peut-être, la mise en place du dispositif anticorruption, il relève de la responsabilité de l'instance dirigeante qui peut en déléguer la mise en œuvre à un responsable de conformité, mais enfin voilà, on remet le pilier 1 à sa place aussi. Après, les recommandations, elles ne renforcent pas les missions du responsable anticorruption, mais elles précisent surtout les conditions de leur exercice optimal. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel nous, on a souhaité insister. Alors, ces conditions, on peut les regrouper rapidement en 3 points. C'est d'une part le positionnement du responsable conformité, donc notamment dans l'organigramme, il doit être dans une position telle que sa fonction soit garantie, qu'il y ait une certaine indépendance de son positionnement pour travailler plus simplement vis-à-vis des autres fonctions de l'entreprise et surtout être en capacité d'influer réellement sur ces dernières. Ce positionnement, il doit lui faciliter également l'accès à l'instance dirigeante. Ça, c'est un point fondamental car le responsable conformité, compte tenu du rôle qu'il doit vraiment remplir, il doit disposer de l'information utile donc à l'exercice de ses fonctions. Ça nous paraît quand même quelque chose d'important, cette question du positionnement et qui en fait va conditionner son indépendance. Alors cette indépendance, elle ne signifie pas pour autant absence de contrôle car il doit le rendre compte de toute façon à l'instance dirigeante de son activité. Le second point clé qui est structurant, nous semble-t-il, c'est l'articulation, c'est-à-dire que il doit se trouver en fait à la charnière avec les autres fonctions de l'entreprise et les autres domaines de la conformité, qui conduit au rôle qu'il joue après dans la mise en œuvre de la cartographie des risques. Et puis enfin, troisième point qui est essentiel, c'est les moyens, c'est-à-dire qu'il faut des moyens humains et des moyens matériels pour permettre aux responsables de la conformité de pouvoir exercer sa mission dans les meilleures conditions. Merci. Alors, s'agissant maintenant du traitement des alertes, donc pour recontextualiser, en plus de la mise en place d'un référent alerte qui avait été préconisé par les recommandations de 2017, les nouvelles recommandations préconisent la création d'un comité dédié pour le traitement des alertes, dont les membres seraient soumis à une obligation de confidentialité renforcée et prendraient une décision collégiale sur les suites à donner aux alertes reçues. Donc, ma question s'adresse dans un premier temps à Romain Vallet. Que pensez-vous de ce formalisme et j'irai même plus loin, ne risque-t-il pas de rendre le traitement des alertes moins flexible? Oui, alors l'aspect collégial est un concept intéressant, mais effectivement, plus on demande d'avis à de personnes, plus ça peut retarder la procédure, je dirais.
Je pense que ce concept est intéressant peut-être pour des sociétés qui n'ont pas encore de mécanisme en place. Personnellement, je pense que pour des grands groupes, c'est peut-être peu réaliste ou moins fonctionnel. En ce qui nous concerne, nous étudions et nous enquêtons toutes les alertes. Donc, il n'y a pas de filtre au niveau du choix des alertes. Et lorsqu'il s'agit d'enquêter, nous avons une méthodologie, nous avons des enquêteurs professionnels. La première chose sur laquelle on insiste lorsque l'on passe des entretiens avec des personnes dans le cadre de cette enquête, c'est la confidentialité des échanges, notamment pour insister sur un autre pilier de notre programme de compliance, qui est la lutte contre les représailles internes pour les personnes qui lèvent la main et qui alertent des sujets. Lorsqu'un rapport est émis, nous avons déjà, alors c'est peut-être ça ce comité, mais lorsqu'un rapport est émis, l'enquêteur ou l'enquêtrice le soumet aux responsables des embouts et des enquêteurs. Ensuite, les conclusions sont revues par le responsable de la compliance dans la région et ensuite sont revues par le responsable de la compliance du business, moi-même. S'il y a des sanctions disciplinaires qui doivent être envisagées, il y a une concertation avec les ressources humaines et le juriste en droit social. Donc, en gros, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a déjà un mécanisme en place, en tout cas en ce qui nous concerne, qui ne s'appelle pas comité, mais qui pourrait peut-être s'en rapprocher. Et donc, je pense que ce concept est intéressant pour les sociétés qui n'ont pas nécessairement la chance que nous avons d'avoir cette organisation, mais qui, à la fois, de notre côté, nécessitera sans doute une adaptation, en tout cas, sur la manière dont on présente ce fonctionnement pour s'assurer que l'on remplisse bien les attentes de la phase sur ce concept. Merci. Alors, Guillaume Malespine, est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue? Oui, alors pour rejoindre ce que vient de dire Romain Vallée, la collégialité est en effet de bonne méthode. Ça permettra, ça évitera la situation du référent lanceur d'alerte qui est un peu seul dans l'instruction, dans le traitement et dans la réponse à apporter. Donc ça, c'est une bonne méthode. Ça peut aussi apporter s'il s'agit d'une personnalité qualifiée, par exemple, membre d'un autre comité, dans d'autres organisations, d'avoir un éclairage complémentaire. Le questionnement qui se pose, c'est est-ce que ce comité ou les membres de ce comité auront également connaissance de l'identité de l'auteur du signalement, de l'identité des personnes visées, ou est-ce qu'il ne faut pas réserver à ce comité que l'instruction du dossier, mais en ayant expurgé le dossier de toute considération de tout élément qui pourrait permettre de connaître l'identité. Car l'efficacité du dispositif d'alerte au sein d'une entreprise repose aussi sur la confiance qu'il inspire auprès du référent lanceur d'alerte. Si on donne à voir qu'il y a une forme de collégialité dans l'instruction des alertes, le lanceur d'alerte, il va avoir l'information que davantage de personnes auront connaissance de son identité, les personnes visées également. Donc on pourrait concevoir un dispositif où seul le référent lanceur d'alerte a connaissance de l'identité du lanceur d'alerte, seul le référent a connaissance des personnes visées par l'alerte, prépare un rapport qui est ensuite soumis au comité. Le comité étant là pour se prononcer sur le fond, la recevabilité et les suites à donner. Alors je crois qu'il faut vraiment garantir la confidentialité du dispositif. Voilà les observations qu'appelle cette proposition. Roxana Family, sur la création de comités, vous pouvez nous faire part de votre expérience? Oui, alors en effet, les recommandations préconisent, c'est pas une obligation, un comité au paragraphe 280 à propos des entreprises qui sont assujetties à l'article 17 et puis de nouveau au paragraphe 540 concernant les acteurs publics qui sont eux assujettis à l'article 3-3 de la loi. Cela étant, c'est une pratique qui existe et qu'on peut déjà observer au sein de certains grands groupes, qui a effectivement des avantages parce qu'elle vient offrir des garanties supplémentaires.
À mon sens, il y a la garantie de la décision collégiale qui a été d'ores et déjà soulignée. Une décision collégiale quant au traitement et surtout quant à l'issue de l'alerte. Ce sont des comités qui généralement associent plusieurs personnes. Ensuite, la garantie de l'impartialité, parce que ces comités peuvent réunir des membres, notamment sachant extérieurs à l'entité, qui ont une vision plus objective de la situation qui est signalée et aussi sont plus détachés par rapport à l'entreprise. Et puis la garantie, enfin, peut-être d'une expertise supplémentaire qui pourrait venir être très utile lorsque certaines alertes sont assez sensibles. Et donc, au regard de l'objet de l'alerte, on peut faire effectivement appel à des experts ciblés. Maintenant, cette pratique peut-être devient intéressante lorsqu'on sait que les recommandations, par ailleurs, demandent un degré quand même élevé d'implication de l'instance dirigeante, même concernant le dispositif d'alerte. On peut peut-être effectivement s'interroger sur la possibilité pour que la mise en place d'un tel comité puisse répondre davantage à cette exigence d'implication de l'instance dirigeante. Maintenant, au-delà des entités assujetties, il me semble qu'un tel comité, par exemple, peut être très, très utile pour les entreprises qui sont de taille moyenne et de taille petite, les entreprises de taille intermédiaire. Pourquoi? Parce que ce sont des entreprises qui sont en manque de ressources. Et ensuite, la gestion de l'alerte peut être parfois très sensible parce qu'il y a davantage un risque que l'on soit à la fois juge et partie. Et donc, cette garantie, on va dire, d'impartialité et d'objectivité est vraiment encore plus importante pour cette entreprise-là. Et puis, l'expertise est aussi importante pour cette entreprise-là. Mais dans tous les cas, me semble-t-il, quelle que soit la taille de l'entreprise, quelle que soit la forme qui soit mise en place, l'existence de ces comités-là ne met à mal, il ne devrait pas mettre à mal ni le principe de l'anonymat, ni le principe évidemment de la confidentialité des alertes. Et comme Guillaume Malespine le soulignait, on peut parfaitement envisager des situations dans lesquelles il y a effectivement un référent qui est le destinataire principal des alertes, et puis ensuite, lorsqu'il s'agit de traiter les alertes, et peut-être même pas toutes les alertes, il y a des alertes simples et puis il y a des alertes plus complexes. Pour les alertes qui sont plus complexes, effectivement, faire appel à un tel comité. Mais en tout cas, ce que je voudrais dire, et c'est quelque chose qui a été rappelé à plusieurs reprises, c'est cette idée de confiance qu'un dispositif d'alerte doit inspirer pour que le dispositif soit efficace. Moi, il me semble que l'existence peut-être de processus de décision collégiale, impartiale et dévoilant une vraie expertise, peuvent venir renforcer cette confiance que peut inspirer le dispositif et donc contribuer aussi à l'efficacité de la ligne d'alerte interne. Pourquoi? Parce qu'après tout, c'est un des meilleurs moyens de détecter et aussi donc de prévenir et corriger. Ce dispositif d'alerte interne permet surtout aussi quelque part d'évaluer l'intégralité de son programme, vérifier qu'il y a effectivement, s'il y a des failles, pourquoi ces failles-là existent, et puis pouvoir véritablement anticiper et puis corriger. Sachant qu'aujourd'hui, effectivement, les recommandations formulent très clairement que ces alertes, le traitement des alertes peut donner lieu à des sanctions disciplinaires aussi lorsqu'il s'agit d'une méconnaissance du code de conduite, par exemple, de l'entreprise. Et donc, je pense que ça vient en tout cas conforter la confiance qu'on peut avoir dans le dispositif. Si tant est que, bien entendu, par ailleurs, on est garanti de l'anonymat, on est garanti de la confidentialité toujours, et l'anonymat évidemment en fonction des dispositifs qui sont déployés. Merci. Alors, notre dernier point sur les enquêtes internes. Donc, l'AFA recommande de définir et de formaliser la procédure d'enquête interne.
de diligenter des enquêtes internes et d'établir des rapports d'enquête qu'elles doivent communiquer aux dirigeants pour qu'ils prennent des sanctions si les soupçons sont suffisamment étayés. Donc, ma dernière question s'adresse à Bénédicte Grohl. Ce mécanisme ne va-t-il pas défavoriser les entreprises françaises qui pourraient être amenées à communiquer leurs rapports d'enquête dans le cadre de procédures judiciaires en France, mais également à l'étranger? Alors, c'est une question, là encore, très importante, évidemment. La loi Sapin 2 a créé une obligation de mettre en place une procédure d'alerte et partant une obligation de traitement, mais sans prévoir les modalités de traitement qui étaient laissées à la libre appréciation des entreprises. Ici, dans ces nouvelles recommandations, l'AFA va beaucoup plus loin en émettant des recommandations sur les modalités de conduite de l'enquête interne et mentionne notamment dans ses recommandations qu'il est essentiel, et j'insiste sur les mots, de définir et formaliser en amont la procédure d'enquête interne, donc préalablement à son lancement, qu'il faut consigner l'ensemble des faits, des preuves, des éléments à charge et à des charges de nature à établir ou à lever le soupçon, et également la nécessité de rédiger un rapport d'enquête interne qui va conclure sur la suite à donner au signalement et qui sera communiqué à l'instance dirigeante. Alors, de mon point de vue, c'est évidemment source de risque. Premièrement, que se passe-t-il si l'entreprise ne traite pas ou même ne peut pas traiter en interne l'alerte conformément à ces nouvelles recommandations? Par exemple, elle ne rédige pas un rapport d'enquête interne. Quel impact cela aura face aux autorités? Et deuxième point, il me semble très dangereux de systématiser la rédaction d'un rapport d'enquête interne. Donner une ligne de conduite, donner une méthodologie, ça me semble très positif. C'est d'ailleurs ce que nous faisons au quotidien avec nos clients dans la conduite de ces enquêtes. Mais attention, il n'y a pas deux dossiers où on les assiste de la même manière. Ça va dépendre du dossier, la manière, la méthodologie de l'enquête interne, ça va vraiment dépendre de la société, de l'enjeu. La méthodologie sera évidemment pas la même s'il y a un risque pénal pour l'entreprise ou s'il y a un risque pénal pour le salarié. Il y a un grand nombre de paramètres à prendre en considération. Il n'y a pas deux enquêtes internes qui se ressemblent, y compris dans la méthodologie. Donc, à mon sens, il est absolument crucial, ce que vous disiez d'ailleurs, Anna, qu'il y ait une certaine flexibilité, que l'entreprise conserve même, j'irais jusqu'à dire, une totale liberté d'action sur la conduite de l'enquête interne. Il me semble que c'est un enjeu majeur, à valeur supérieure, à savoir la défense pénale. Et donc, les droits de la défense, le droit de ne pas s'auto-incriminer ni en France, ni à l'étranger en cas d'enquête transfrontalière, et pour éviter donc toute remise à des autorités étrangères. Et donc, ce mécanisme, il y a un risque si il est systématisé. Donc là encore, il me semble que c'est crucial de rappeler la portée, la valeur de ces recommandations qui sont non contraignantes, même si les termes employés mentionnent que c'est essentiel de mettre en place ces procédures, de les respecter, de rédiger un rapport d'enquête interne. Moi, je pense qu'il est au contraire essentiel que l'entreprise conserve la plus grande latitude dans la conduite de ces enquêtes. Et j'appelle les entreprises à mesurer ce risque de rédaction et de diffusion d'un rapport d'enquête interne. Merci. Alors, très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, Romain Vallès, si vous voulez ajouter quelque chose sur les enquêtes internes? Oui, je vais être le plus rapide possible. Nous émettons des rapports sur chacune des enquêtes. Et nous avons 3 bases de données différentes. Et en fait, la France est à part pour de l'anonymisation, plus des durées de conservation des documents qui est différent. Donc la France est déjà à part, les rapports existent, les bases de données sont différentes. Pourquoi? Parce qu'il c'est peut-être un autre débat qui est également en cours en ce moment sur la confidentialité des échanges entre juristes d'entreprise. Donc il y a peut-être un peu de ça. Mais d'une manière générale, je souhaitais insister sur le fait que ces rapports qui existent, ne sont pas systématiquement partagés avec la direction. Bien au contraire, nous ne partageons que ce que nous avons rencontré et les éléments de correction. Et nous utilisons également certains de ces rapports comme trame de communication et d'information pour communiquer sur l'importance de notre mission en matière d'open reporting, y compris sur la corruption. Voilà. Merci.
Eh bien, notre temps est écoulé. Donc, je tiens à remercier très sincèrement le cabinet d'avocats Jones Day d'avoir été partenaire de cet événement et je remercie tous nos participants pour le temps que vous nous avez consacré et pour votre expertise. Donc, au nom de LexisNexis et de la revue Compliance, je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.